J'étais en train de relire le paragraphe 6.1 de la norme « Action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités » quand mon ami économiste Karl lit par-dessus mon épaule et me dit « Ah, ça me parle ! Qui dit risque dit univers indéterminé » et depuis les années 1950, les théories de la décision en univers indéterminé se sont fortement développées. Quand la norme parle d'opportunité, elle fait certainement référence au coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le bénéfice auquel une entreprise renonce par l'acceptation d'une solution au détriment d'une autre. Veux-tu que je te développe l'approche du coût d'opportunité? On parle aussi du coût de regret. Non, Karl, pas pour l'instant. Je crois que Vinciane veut intervenir. La spécialité de Vinciane, c'est le contrôle de gestion et l'analyse financière. Elle nous dit « Je crois que je peux vous aider. Le risque, c'est l'indicateur de risque d'exploitation. C'est la position de l'entreprise par rapport au seuil de rentabilité d'exploitation. Le point mort, si vous voulez. Plus le niveau d'activité est proche du seuil de rentabilité, plus le risque d'exploitation est élevé. Un niveau de charge fixe, par exemple, élevé, est un facteur de risque d'exploitation important. Karl lui dit « Et les opportunités alors ?» Silence. Apparaît Emmanuel, un ami également. Il a un poste élevé en sécurité dans une centrale nucléaire. Pardon, dit-il, dans le nucléaire, on ne parle pas de sécurité, mais de sûreté des centrales. C'est dans l'industrie que l'on parle de sécurité des installations. Ce qui nous préoccupe, nous, ce sont les concepts de sûreté et de défense en profondeur. La défense en profondeur s'articule autour de 3 barrières. La gaine du combustible nucléaire, la cuve du réacteur et l'enceinte en béton de confinement. Après les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, on s'est rendu compte que les facteurs humains et organisationnels devaient aussi être gérés par l'approche du concept de défense en profondeur. Pour nous, on part de la sûreté. Karl lui demande « Et les opportunités alors ?» Silence. Arrive Yves, le chef de cuisine de notre messe. Je peux peut-être vous aider à y voir clair. En cuisine, nous suivons la méthode HACCP. Ça veut dire Hazard Analysis Critical Control Point. La méthode consiste à identifier, évaluer, maîtriser les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. Comme Emmanuel, nous visons la sécurité alimentaire. Karl lui demande alors « Et les opportunités ?» Silence. Paul nous rejoint. Il a entendu nos discussions. Paul est imbattable et c'est un puits de science concernant toutes les questions de management et d'organisation des entreprises. Il y a, dit-il, une référence non citée mais certaine pour moi de la norme ISO aux travaux de Peter Drucker. Peter Drucker, c'est à la fois le papy, le philosophe et l'iconoclaste du management. C'est lui qui a lancé, début des années 1950, les grands concepts de management auxquels on se réfère toujours aujourd'hui. La différence entre efficacité et efficience, le MBO ou DPO, c'est-à-dire le management par objectif, et le management de l'innovation. C'est dans ce dernier domaine qu'il a développé son approche des inventions, des innovations et des opportunités. Occupons-nous des opportunités. Ce qui résume le mieux les opportunités, c'est ce qu'il appelle les fautes lourdes en matière de management. Première faute lourde, sacrifier l'opportunité de demain sur l'autel des impératifs d'hier. Il cite en exemple IBM qui était plusieurs fois au bord du gouffre parce que la société s'accrochait à ses cartes perforées et à ses gros systèmes au lieu de s'engager dans l'informatique plus légère et distribuée alors qu'elle en avait l'opportunité. Deuxième faute lourde, se donner à fond pour résoudre les problèmes mais délaisser les opportunités. Demandez-vous, dit-il, quels sont vos meilleurs collaborateurs, puis quelles tâches leur sont confiées. Immanquablement, on me répond, ils résolvent les problèmes. Je demande alors, mais à qui sont confiées les opportunités nouvelles? Presque invariablement, on les laisse se développer toutes seules. J'ai l'impression, dit Peter Drucker, d'enfoncer ici des portes ouvertes. Ça fait des générations que l'on sait cela. Les dirigeants n'ont donc pas la moindre excuse pour succomber à ces péchés capitaux. Ce sont des tentations auxquelles ils se doivent de résister. Et les risques, demande Karl? Eh bien justement, répond Paul, s'il y a opportunité au pluriel, il y a risque et il faut choisir. Je te renvoie à ce que tu as commencé à développer tout à l'heure en termes de choix en univers indéterminé et de calcul de coût d'opportunité.
Bon, il est temps, dis-je, de terminer ce débat et je vous remercie tous, mes amis, d'avoir apporté vos approches pour éclaircir le 6.1 de la norme ISO. On peut donc retenir qu'il y a des approches par les risques pour identifier des dangers et assurer la sécurité des personnes, des biens et des aliments. Et pour ça, il y a pléthore de méthodes. L'AMDEC, l'HACCP, l'ASOP, le nœud papillon, le MOSA, le LOPA, l'arbre de défaillance. Mais du moment que l'on parle d'opportunité, on se positionne dans le domaine du management. C'est le cas de la norme. Mais dans cette logique, pour moi, le chapitre ne devra pas s'intituler « Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités », mais « Opportunités et actions à mettre en œuvre face aux risques ». Car un entrepreneur qui s'occuperait d'abord de recenser tous les risques, risque de ne jamais voir les opportunités. Paul Intarissable ajoute « Et si l'on parle d'entrepreneur, on se doit de parler de Joseph Schumpeter ». Ce sera, dis-je, pour de nouvelles découvertes. À bientôt.